J'ai gagné au loto et je suis rentrée pour les surprendre, mais c'est moi qui ai eu la surprise quand j'ai entendu ma mère dire à mon frère, maintenant qu'elle n'a plus de travail, il est temps de la mettre dehors. J'ai gagné 190 millions d'euros à l'euro-million et je suis rentrée à la maison pour leur faire la surprise de leur vie. Mais c'est moi qui ai été surprise, de la plus brutale des manières, quand j'ai entendu ma propre mère, la femme qui m'a mise au monde, dire à mon frère, maintenant qu'elle n'a plus de travail, il est temps de la mettre dehors. Cette phrase a été le début de ma guerre, et la fin de la famille que je pensais avoir. Bonjour à tous, et bienvenue. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est la mienne, et elle est malheureusement vraie, du début à la fin. Avant de plonger dans les détails de cette trahison, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est parti. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers le pare-brise de ma vieille Renault, jetant une lueur dorée sur le petit bout de papier qui reposait sur le siège passager. Ce n'était pas un simple papier. C'était un ticket d'euro-million. Un ticket gagnant. 190 millions d'euros. Le chiffre était si absurde, si astronomique, qu'il semblait appartenir à un autre univers, une autre vie. Mon cœur battait la chamade, une euphorie pure et violente que j'avais du mal à contenir. Pendant 15 longues années, ma vie n'avait été qu'un marathon sans fin. 15 ans d'études d'ingénieur, de nuits blanches passées sur des projets complexes, de pression constante dans un monde d'hommes où je devais toujours prouver ma valeur. Chaque sacrifice, chaque heure supplémentaire, chaque promotion obtenue à la sueur de mon front, c'était pour eux. Pour ma famille. Pour leur offrir une vie meilleure, une sécurité qu'ils n'avaient jamais eue. Et maintenant, enfin, j'étais libre. Libre de cette pression, libre de cette obligation que je m'étais moi-même imposée. Je conduisais les derniers kilomètres qui me séparaient de la maison, non pas avec l'impatience de celle qui rentre chez elle, mais avec le calme serein de quelqu'un qui savoure la fin d'une longue, très longue peine de prison. La maison se trouvait dans une banlieue tranquille de Lyon, une de ces maisons avec un petit jardin que j'avais acheté 5 ans plus tôt. Mon plan était simple, presque enfantin dans sa naïveté. J'allais entrer, les réunir dans le salon, et leur annoncer ma démission. Je leur dirais que j'avais mis suffisamment d'argent de côté pour prendre une année sabbatique. Une année pour voyager, pour me reposer, pour la toute première fois de ma vie, penser à moi. La nouvelle du ticket gagnant, ce serait mon secret, mon joker. Je voulais d'abord voir leur visage, leur réaction pure. J'espérais, pour une fois, voir de la fierté dans leurs yeux, sans le filtre du calcul, sans la question sous-jacente. Et qu'est-ce que ça va nous rapporter? Je me suis garée sur le trottoir, à quelques mètres de l'entrée pour ne pas faire de bruit. Le moteur s'est tu, laissant place au silence, rapidement comblé par les rires lointains des enfants du voisinage. Je suis restée là un instant, à observer la façade de la maison. Les murs couleur ocre, le petit jardin que j'avais moi-même planté les week-ends, le rosier qui grimpait le long du mur. Chaque brique, chaque tuile, avait été payée par mon travail acharné. C'était le symbole de mon sacrifice, l'autel sur lequel j'avais offert ma jeunesse et mes rêves. J'ai coupé le contact, pris mon sac à main, et j'ai marché lentement vers la porte. La clé, comme toujours, était sous le paillasson qui disait « Home, sweet home ». Une ironie qui, dans quelques instants, allait devenir d'une cruauté insoutenable. Ma main s'est tendue vers la poignée de la porte, mon cœur battant d'une excitation mêlée d'appréhension. C'était le début de ma nouvelle vie. Mais alors que mes doigts allaient toucher le métal froid, des voix se sont élevées de l'intérieur. Et ce que j'allais entendre allait transformer mon rêve de liberté en un cauchemar réveillé. La fenêtre du salon était entr'ouverte, une simple fente qui laissait s'échapper une brise légère et des bribes de conversation. Des mots qui flottaient jusqu'à moi, portés par le vent de fin de journée, des mots qui allaient me poignarder en plein cœur. C'était la voix de ma mère, Martine. Un ton faussement mielleux, un ton que je connaissais par cœur, celui qu'elle utilisait quand elle complotait. Avec la prime que Julien a touchée, on pourrait enfin commencer l'extension de la cuisine, disait-elle. Je me suis figée, la main suspendue en l'air. La prime de Julien? De quelle prime parlait-elle? Mon frère changeait de petit boulot comme de chemise et n'avait jamais eu de prime de sa vie. Puis la voix de mon frère, Julien, a répondu. Une voix paresseuse, arrogante,
celle d'un homme qui a toujours tout eu sans jamais rien faire pour l'obtenir. Il était temps. Et puis, Sophie veut un bureau pour ses cours de yoga. On est à l'étroit ici. Sophie, ma belle-sœur, a ajouté sa touche de venin avec une voix flûtée, mais si Élise s'y oppose. Tu sais comment elle est avec l'argent, toujours à compter. Le mépris dans sa voix était palpable. Elle, comme si je n'étais qu'une nuisance, un obstacle à leur projet. J'ai senti une boule de glace se former dans mon estomac. Ils parlaient de ma maison, de mon argent, comme si c'était un dû, un bien commun dont ils étaient les seuls actionnaires. Mais ce que ma mère a dit ensuite a fait s'effondrer le sol sous mes pieds. Elle a baissé la voix, un chuchotement conspirateur qui a sifflé jusqu'à mes oreilles. Ne t'en fais pas pour ça. J'ai eu une idée de génie. J'ai appelé son bureau hier, en me faisant passer pour une vieille tante malade qui avait besoin de lui parler d'urgence. J'ai fini par avoir son chef au téléphone. Un homme très bavard. Il m'a tout dit. La crise, les coupes budgétaires. Elle a marqué une pause, savourant son effet. Élise est virée. Depuis ce matin. Un silence. Puis un hoquet de surprise de la part de Sophie. Quoi? Tu es sûre? Complètement, a confirmé ma mère. Et dans sa voix, il n'y avait pas une once de pitié, pas une trace de tristesse pour sa fille qui venait de perdre son travail. Il y avait seulement du triomphe. Un triomphe froid et calculateur. Elle a continué, sa voix maintenant dure comme de l'acier. Alors écoutez-moi bien. Maintenant qu'elle n'a plus de travail, elle est un fardeau. Un poids mort. C'est le moment parfait. On va lui dire qu'avec le nouveau bébé en route, on a besoin de sa chambre. On va jouer la carte de la famille, lui dire que c'est pour le bien de tous. Cette maison, au final, est pour la famille qui compte vraiment. La famille qui porte notre nom. L'air a quitté mes poumons. J'ai dû m'appuyer contre le mur de la maison pour ne pas tomber. Le ticket de 190 millions d'euros dans ma voiture, le discours sur la liberté que j'avais répété dans ma tête, tout s'est évaporé. Le monde s'est rétréci à ce couloir, à cette porte, et à la vérité brutale que je venais d'entendre. Je n'étais pas leur fille. Je n'étais pas leur sœur. J'étais une inversion. Un investissement. Et quand l'investissement avait cessé d'être rentable, il était temps de le liquider. Sans pitié. La surprise que je voulais leur faire s'était transformée en la révélation la plus douloureuse de ma vie. Je n'étais rien pour eux. Moins que rien. Un simple fardeau. L'écho de ces mots m'a rendu sourde au monde extérieur. Et ce que je ne savais pas encore, c'est que ce complot n'était que la partie émergée de l'iceberg. Ce n'était que la première porte de mon musée personnel des horreurs, une galerie de trahison qui avait commencé bien des années auparavant. Le choc m'a cloué sur place, le cœur en miettes. Ma tête tournait, et pour ne pas m'évanouir, mon esprit a fui le présent. Il s'est réfugié dans le passé, ouvrant la première porte de cette galerie de souvenirs douloureux. Et je me suis revue, à 18 ans. À l'époque, le monde sentait le white spirit, la peinture à l'huile fraîche et les possibilités infinies d'une toile blanche. Ma chambre n'était pas un simple dortoir, c'était mon sanctuaire. Les murs étaient couverts de croquis au fusain, d'études de main, de visages, de la façon dont la lumière tombait sur un vase de fleurs fanées. La peinture n'était pas un passe-temps pour moi. C'était le langage dans lequel mon âme s'exprimait avec une fluidité totale. Mon professeur d'art au lycée, Monsieur Duval, un homme aux yeux fatigués mais au cœur immense, m'avait prise sous son aile. Élise, m'avait-il dit un jour en regardant un portrait que j'avais fait de mon père, tu ne peins pas ce que tu vois, tu peins ce que tu ressens. C'est un don rare. Avec son aide, j'avais préparé un portfolio. Je l'avais envoyé aux Beaux-Arts de Paris, avec plus d'espoir que de confiance. La lettre d'acceptation est arrivée dans une enveloppe épaisse et solennelle. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. Les mots, admise avec bourse de 70%, ont sauté de la page et ont dansé devant mes yeux. J'ai crié, j'ai pleuré de joie, et j'ai couru dans le salon pour montrer la lettre à ma mère. Martine était assise dans son fauteuil préféré, en train de tricoter. Elle a levé les yeux de ses aiguilles, son expression aussi impénétrable que d'habitude. Je lui ai tendu la lettre, ma main vibrant d'émotion. Elle l'a prise, l'a lue en diagonale, et son visage s'est durci.
Pas un sourire. Pas une félicitation. Juste un silence lourd, désapprobateur. C'est quoi, ça, a-t-elle demandé, comme si je lui montrais une publicité sans intérêt. J'ai été acceptée, maman. Aux Beaux-Arts, ai-je exclamé, ma voix encore pleine d'une joie qui commençait déjà à vaciller. Elle a plié la lettre avec une précision méthodique et l'a posée sur la petite table à côté d'elle. Puis, elle m'a regardée. Ce regard, c'était le même que celui qu'elle me lançait quand je cassais une assiette ou que je ramenais une mauvaise note. Un mélange de déception et d'agacement. Les Beaux-Arts, a-t-elle répété, savourant le mot comme s'il avait un goût amer. Et tu vas vivre de quoi, Élise? En vendant des croûtes sur les ponts de Paris? En peignant des clowns dans les fêtes d'anniversaire? Mais maman, c'est mon rêve. Ai-je balbutié, sentant un nœud se former dans ma gorge. Les rêves ne paient pas les factures, a-t-elle tranché. Ton frère Julien doit aller dans une grande école de commerce. C'est lui l'homme de la maison, l'avenir de cette famille. Ton devoir est de l'aider. Ton devoir est d'étudier quelque chose qui rapporte de l'argent. Quelque chose de pratique. Ingénieur. Comptable. Quelque chose qui sert. Ce soir-là, alors que j'étais à une soirée de fin d'année du lycée, elle est entrée dans ma chambre. Elle n'a pas crié, elle n'a pas argumenté. Elle a simplement agi. Quand je suis rentrée, j'ai trouvé mes toiles lacérées au cutter, mes croquis arrachés des murs et entassés en boule au milieu de la pièce. Mes tubes de peinture, mes pinceaux, tout avait disparu. À la place, sur mon lit, trônait une brochure de l'INSA de Lyon, une grande école d'ingénieurs. Je suis restée sur le seuil, regardant la dévastation. Je n'ai pas pleuré. Le choc était trop grand. C'était comme si j'étais rentrée à la maison et que j'avais trouvé mon âme pillée et profanée. Ma mère est apparue derrière moi. Elle a posé une main sur mon épaule, un geste qui se voulait réconfortant mais qui pesait comme la pierre d'une tombe. C'est pour ton bien, a-t-elle dit à voix basse. Un jour, tu me remercieras. Les artistes meurent de faim. Je veux juste que tu aies un avenir sûr. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Assise par terre, entourée des débris de mon rêve, j'ai compris. Mon avenir ne m'appartenait pas. J'étais une pièce sur son échiquier, un actif qui devait être géré pour le bénéfice de son véritable projet, mon frère. Cette nuit-là, l'artiste en moi est morte, et l'ingénieur est né. La fille obéissante. Le portefeuille sur pattes. Le rôle qu'elle avait écrit pour moi, et que j'avais, par peur et par un désir désespéré de son approbation, accepté de jouer, sans savoir que le tombé de rideau final serait aussi cruel. Les années qui ont suivi la mort de mon rêve ont été un flou. Un enchaînement de nuits blanches à étudier, d'examens passés avec brio, le tout porté par une détermination féroce. Si je ne pouvais pas peindre mon avenir, alors je le construirais avec les briques les plus solides et les plus chères que je pourrais trouver. J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur avec les honneurs et j'ai décroché un poste très bien payé dans une grande entreprise technologique qui me consumait l'âme. Pendant ce temps, Julien entrait et sortait de l'université, changeant de filière comme de chemise, toujours avec l'excuse de « se chercher ». Chaque frais d'inscription, chaque livre, chaque caprice était financé par mon « avenir sûr ». Nous vivions encore dans un petit appartement HLM de 3 pièces, qui devenait de plus en plus étouffant. Mon père, Gérard, avait pris sa retraite anticipée pour des problèmes de santé, et le salaire de ma mère dans l'administration d'un collège couvrait à peine les charges. Toute la pression financière reposait sur mes épaules. Et ma mère ne manquait jamais une occasion de me le rappeler. La voisine vient de s'acheter une voiture neuve, disait-elle pendant le dîner. Le fils de ta tante Monique est en train de leur construire un étage supplémentaire. Chaque phrase était une flèche, une pique sur mon insuffisance. Alors, je me suis fixé un nouvel objectif, acheter une maison. Une vraie maison, avec un jardin pour mon père et une grande cuisine pour ma mère. Une maison où nous aurions tous notre propre espace. J'ai travaillé 2 fois plus dur. J'ai accepté des projets à l'étranger, passant des mois entiers à vivre dans des hôtels impersonnels, communiquant avec ma famille à travers un écran d'ordinateur. J'ai économisé chaque centime, sacrifié ma vie sociale, mes amitiés. Ma vingtaine et ma trentaine n'ont été qu'une longue feuille de calcul Excel. Finalement, après 5 ans d'un effort surhumain, j'ai réussi.
J'ai trouvé la maison parfaite à caluire et cuire, une banlieue chic de Lyon. 3 chambres, un petit jardin à l'arrière, et une cuisine qui s'ouvrait sur un salon spacieux. Le jour de la signature de l'acte de vente a été l'un des rares moments de pur bonheur de ma vie d'adulte. J'ai tenu le stylo d'une main tremblante et j'ai signé mon nom sur la ligne pointillée. Dans la voiture, j'ai pleuré en silence. Des larmes de soulagement, d'épuisement et de fierté. C'était à moi. J'avais réussi. J'ai organisé une petite fête d'inauguration. J'ai invité toute la famille, oncles, tantes, cousins. J'étais rayonnante. J'avais l'impression d'avoir enfin prouvé ma valeur, que ce geste, cette maison, effacerait tous les doutes, toutes les déceptions passées. Ma mère, Martine, a pris la parole pour porter un toast. Elle s'est levée, une coupe de champagne à la main, son visage resplendissant d'un bonheur que, dans ma naïveté, je croyais être pour moi. Je veux porter un toast, a-t-elle commencé, sa voix résonnant dans le salon bondé, à ce nouveau foyer. Un foyer qui est le témoignage de ce que notre famille peut accomplir quand nous travaillons tous ensemble. Elle a marqué une pause dramatique, cherchant l'approbation des invités. Grâce aux efforts de tous, et surtout à la vision de mon fils Julien, qui nous pousse toujours à rêver plus grand, nous avons aujourd'hui ce toit sur nos têtes. Je suis restée pétrifiée, mon sourire figé sur mon visage. La vision de Julien ? Julien, qui à ce moment-là, était dans le jardin en train d'essayer d'impressionner nos cousines avec une anecdote inventée sur ses prétendues affaires. Julien, qui n'avait pas contribué un seul centime, pas une seule idée, pas une seule goutte de sueur. Mais l'humiliation ne s'est pas arrêtée là. Après le toast, ma mère m'a pris par le bras pour une visite officielle. Quand nous sommes arrivés à l'étage, elle a ouvert la porte de la chambre principale, celle avec un balcon donnant sur le jardin. Celle-ci sera pour ton frère et Sophie, a-t-elle annoncé avec un naturel déconcertant. Ils ont besoin d'espace, et le balcon est parfait pour leur café du matin. Toi, tu peux prendre la petite au fond. Elle est plus petite, mais plus silencieuse. La chambre du fond. Celle qui donnait sur le mur du voisin. Celle qui était juste à côté de la buanderie bruyante. J'ai hoché la tête, incapable d'articuler un mot. La rage et l'incrédulité se battaient en moi, mais l'habitude de plaire, de ne pas créer de conflit, a gagné une fois de plus. Cette nuit-là, pendant que je déballais mes quelques affaires dans ma nouvelle chambre minuscule, en écoutant le bruit de la machine à laver de l'autre côté du mur, j'ai compris. La maison n'était pas à moi. J'étais la pourvoyeuse, la constructrice, mais pas la propriétaire. Elle était à eux. Elle l'avait toujours été. J'étais juste l'invitée permanente. Celle qui payait l'hypothèque. La vie dans la nouvelle maison s'est installée dans une sorte de normalité tendue. Je me suis noyée dans le travail, partant tôt le matin et rentrant tard le soir, devenant une présence fantomatique qui laissait de l'argent sur la table de la cuisine et disparaissait. Julien et Sophie, eux, se sont appropriés les lieux avec une aisance insultante. Ils organisaient des barbecues avec leurs amis, redécoraient le salon à leur goût, utilisaient ma voiture sans même me demander la permission. J'étais une étrangère dans mon propre investissement, une simple locataire qui avait le privilège de payer toutes les factures. Décembre est arrivé, et avec lui, la promesse de Noël et de ma prime de fin d'année. C'était une prime considérable, gagnée grâce à la réussite d'un projet international que j'avais mené. Pendant des semaines, j'ai réfléchi au cadeau parfait pour mes parents. Je voulais quelque chose qui ne soit pas matériel, quelque chose qui créerait un souvenir, une expérience qui, peut-être, juste peut-être, nous rapprocherait. Je me suis souvenu des innombrables fois où ma mère, Martine, avait soupiré en feuilletant des magazines de voyage, s'arrêtant sur les photos de plages de sable blanc et de mer turquoise. Un jour, Gérard, disait-elle à mon père, quand les choses iront mieux, nous irons sur la Côte d'Azur. C'était son rêve inaccessible, le symbole d'une vie de luxe qu'elle estimait méritée mais qu'elle n'avait jamais eue. Alors, j'ai pris une décision. J'ai utilisé une grande partie de ma prime pour leur acheter un séjour d'une semaine tout compris dans un hôtel 5 étoiles à Saint-Tropez. J'ai tout réservé, les billets de train en première classe, la suite avec vue sur la mer, les dîners dans des restaurants gastronomiques. J'ai imprimé toutes les confirmations, les ai mises dans une belle enveloppe, et j'ai attendu le soir du réveillon de Noël. Le 24 décembre, la maison était pleine du brouhaha de la famille élargie.
Ma tante Monique, la sœur de ma mère, n'a pas manqué l'occasion de me rappeler mon célibat. Et toi alors, Élise? Le train va bientôt passer, tu sais. Je souriais et haussais les épaules, habitué à ces commentaires désobligeants. Après le dîner, ce fut le moment de l'échange des cadeaux. Julien, avec tambour et trompette, a offert à nos parents une machine à café à capsule dernier cri. Pour que vous arrêtiez de boire ce jus de chaussette, a-t-il dit en riant. Ma mère l'a serré dans ses bras, les larmes aux yeux. Oh, mon chéri, toujours si attentionné, tu penses toujours à nos petits luxes. Quand mon tour est venu, j'ai senti un mélange de nervosité et d'excitation. Je leur ai tendu l'enveloppe. Ma mère l'a prise avec curiosité, l'a ouverte, et ses yeux ont parcouru les papiers. Son sourire s'est effacé, remplacé par une ligne dure sur ses lèvres. Mon père, Gérard, a regardé par-dessus son épaule, son expression confuse. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Martine, sa voix plate. « C'est un voyage à Saint-Tropez » ai-je dit, ma voix un peu plus aiguë que la normale. « Pour vous deux. Une semaine, tout est payé. C'est votre cadeau de Noël. » Un silence glacial est tombé sur la pièce. Les cousins ont arrêté de parler. Ma tante Monique nous regardait avec des yeux plissés. Martine a replié les papiers, les a remis dans l'enveloppe et l'a posée sur le côté de la table, comme si c'était une facture sans importance. « C'est un beau geste, ma fille », a-t-elle finalement dit, sans même me regarder. Elle s'est tournée vers Julien. « Mais c'est complètement irréfléchi et peu pratique. Qui va s'occuper de la maison ? Et des chiens ? Et puis, ton frère a besoin de cet argent. Il veut acheter une nouvelle machine pour son atelier. C'est un caprice égoïste, Élise. Un gaspillage. » C'était comme si elle m'avait giflé en public. Les mots « caprice égoïste » résonnaient dans mes oreilles. J'ai cherché le soutien de mon père, mais il a détourné le regard, soudainement très intéressé par les motifs du tapis. Julien, lui, souriait d'un air suffisant. La fête a continué, mais pour moi, elle était terminée. Les billets sont restés sur la table toute la nuit, un monument à ma dernière tentative ratée d'acheter leur affection. Quelques semaines plus tard, j'ai retrouvé l'enveloppe dans un tiroir de la cuisine, sous un tas de vieux manuels d'électroménager. Les billets avaient expiré. Chers amis qui m'écoutez, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à comprendre que quelque chose était profondément brisé. Dites-moi dans les commentaires, si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait après une telle humiliation ? Auriez-vous continué à essayer, ou auriez-vous abandonné ? Debout, devant ma propre maison, le poids de tous ces souvenirs m'écrasait. Le rêve brisé, la maison usurpée, le Noël invisible. Chaque humiliation, chaque sacrifice ignoré tourbillonnait dans mon esprit, formant une tornade de douleur et de rage. Mais sous tout cela, quelque chose de nouveau commençait à se cristalliser. Une résolution. Froide et dure comme le diamant. J'ai pris une profonde inspiration, forçant l'air à entrer dans mes poumons contractés. J'ai essuyé une larme solitaire qui s'était échappée sans ma permission et j'ai recomposé mon visage. S'ils voulaient un spectacle, ils allaient en avoir un. Mais ce serait selon mes termes. J'ai tourné la poignée et je suis entrée. L'odeur de ragoût et de l'eau de Cologne bon marché de Julien emplissait l'air. Ils étaient tous les trois dans le salon, exactement comme je les avais entendus, faisant semblant de regarder la télévision. Leurs regards se sont tournés vers moi à l'unisson. J'ai vu une lueur de nervosité dans les yeux de ma mère avant qu'elle ne la dissimule sous un masque d'indifférence. « Tiens, te voilà enfin », a dit Julien sans enlever ses pieds de la table basse. « On t'a viré pour être arrivé en retard ?» J'ai ignoré son commentaire. J'ai marché jusqu'au centre du salon, m'assurant d'avoir leur attention. J'ai laissé tomber mon sac à main par terre avec un bruit sourd. Je me suis frotté les yeux, un geste que j'avais répété 1000 fois dans ma tête au cours des 5 dernières minutes. Je dois vous dire quelque chose, ai-je commencé, ma voix délibérément tremblante et chargée d'une fausse vulnérabilité. Ma mère, Martine, a éteint la télévision avec la télécommande. Son visage était une étude de fausse préoccupation. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ? Tu as l'air toute pâle. » L'entreprise, il y a eu des coupes budgétaires, ai-je dit, laissant ma voix se briser à la fin. Mon projet a été annulé. Ils m'ont licencié.
Le silence qui a suivi était plus éloquent que n'importe quel mot. J'ai vu comment ils se regardaient les uns les autres, un échange de regards presque imperceptible mais lourd de sens. J'ai vu l'éclat de triomphe dans les yeux de Sophie, l'impatience dans ceux de Julien. Mais la réaction la plus dévastatrice a été celle de ma mère. Il n'y a pas eu de « ça va aller ». Pas de « je suis désolée pour toi ». Pas de câlin. À la place, elle a poussé un long soupir exaspéré. Elle s'est adossée au canapé comme si je venais d'annoncer une catastrophe personnelle pour elle. « Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» a-t-elle demandé, sa voix teintée d'un reproche à peine dissimulé. « L'hypothèque ne se paie pas toute seule, Élise. » « À quoi tu pensais ?»« À quoi je pensais ?» ai-je répété, ma voix maintenant un murmure incrédule. « Tu crois que j'ai choisi ça ?»« Il y a toujours des options », est intervenu Julien avec la sagesse de quelqu'un qui n'a jamais fait face à une vraie conséquence de sa vie. « Tu as sûrement fait quelque chose de mal. Tu n'as jamais su gérer tes supérieurs. » J'étais là, au milieu du salon que j'avais payé, à écouter leurs accusations voilées, leur manque total d'empathie. C'étaient des vautours, attendant patiemment que la proie tombe pour commencer à la dépecer. Et moi, l'idiote, la naïve, je leur avais servi mon cœur sur un plateau d'argent pendant des années. La comédie était terminée. La froideur de leur réaction a été l'étincelle qui a tout enflammé. Je dois faire une pause ici, chers amis. Revivre ce moment est toujours douloureux. Mais restez avec moi. Vous ne voudriez pas manquer la façon dont leur plan diabolique s'est retourné contre eux de la manière la plus spectaculaire qui soit. La tristesse qui m'avait submergé s'est évaporée, laissant place à une rage blanche et pure. J'ai relevé le menton et je les ai regardés un par un, pour la première fois sans le voile du devoir filial. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour l'hypothèque, ai-je dit, ma voix maintenant ferme, dépouillée de tout tremblement. Je m'en occuperai, comme toujours. Julien a éclaté de rire. Avec quel argent ? Tu vas vendre des Tupperware ? C'est Sophie qui a lancé l'attaque suivante, avec sa voix mielleuse et venimeuse. Écoute, Élise, on comprend que tu sois bouleversée, mais tu dois penser à la famille. Julien et moi, eh bien, nous attendons un autre bébé. Elle a feint une surprise qui ne trompait personne. Ma mère, Martine, a sauté sur l'occasion, se levant et adoptant son rôle de matriarche sacrifiée. C'est exact, a-t-elle dit en s'approchant de moi. Et avec un autre enfant en route, cette maison va devenir très petite. Nous avons réfléchi, et nous pensons que le mieux serait que tu nous cèdes ta chambre. Elle a osé. Elle a osé me le dire en face. Tu pourrais déménager dans un appartement plus petit, quelque chose que tu peux te permettre maintenant maintenant que ta situation a changé. L'audace de sa proposition m'a coupé le souffle. Non seulement il m'avait déclaré comme un fardeau dans mon dos, mais maintenant il me le disait en face, déguisant leur cupidité en nécessité familiale. Céder ma chambre, ai-je répété lentement, savourant l'absurdité de ces mots. Céder la plus petite chambre d'une maison que j'ai payée intégralement, pour que le prince héritier et sa princesse puissent avoir plus d'espace. Vous vous entendez parler ? Ne nous parle pas sur ce ton, a crié Julien en se levant d'un bond. Tu es une égoïste, tu l'as toujours été. Tout tourne autour de toi, de ton argent, de ta maison. Bien sûr que c'est ma maison, ai-je explosé, le barrage de ma patience finalement rompu. Mon nom est sur l'acte de propriété, et mon argent a payé chaque brique. C'est vous qui vivez ici gratuitement. Le visage de ma mère s'est contracté en un masque de fureur. Elle s'est approchée jusqu'à n'être qu'à quelques centimètres de moi, son index pointé sur ma poitrine. Tu te trompes, a-t-elle sifflé, sa voix basse et dangereuse. Tu as mis l'argent, oui, mais tu l'as fait sous mon toit et avec notre nom de famille. Tu ne faisais que remplir ton devoir. Tu n'étais que l'administratrice du patrimoine familial. Et maintenant, la famille a besoin que tu rendes ce qui est à nous. La logique tordue de ces paroles était si démente que j'ai cru être dans un cauchemar. J'ai regardé mon père, Gérard, qui était resté silencieux dans son fauteuil. Son regard était fixé au sol, ses épaules affaissées. C'était un fantôme, un complice silencieux de mon exécution. « Papa » ai-je supplié, dans une dernière tentative désespérée de trouver un allié. Il a levé les yeux, et j'y ai vu un mélange de honte et de résignation. « Ta mère a raison, Élise.
C'est mieux pour tout le monde, a-t-il murmuré avant de se cacher à nouveau dans sa lâcheté. Ce fut la goutte d'eau finale. La trahison ultime. Ma mère, sans attendre ma réponse, a marché vers le couloir, a attrapé mon sac à main et la petite valise que j'avais toujours de prête pour mes voyages de travail. Elle est revenue dans le salon et les a jetés vers la porte d'entrée. Tu as 1 heure pour faire tes cartons et déguerpir, a-t-elle ordonné, sa voix sans aucune trace d'émotion. Tu n'es plus la bienvenue ici. Je suis sortie de cette maison sans un regard en arrière. Je n'ai rien emballé. Chaque objet dans cette chambre était souillé par le souvenir de ma servitude. J'ai conduit sans but, les larmes coulant enfin, des larmes de rage. Finalement, mon instinct m'a mené au bar d'un hôtel de luxe. J'ai commandé le cognac le plus cher et j'ai sorti mon téléphone. J'avais besoin d'un allié. Il n'y avait qu'une seule personne, mon oncle Bernard, le frère de mon père, la brebis galeuse de la famille. Je lui ai tout raconté, ma voix brisée par les sanglots. Il a écouté en silence. Quand j'ai fini, il n'a pas offert de clichés vides. Il m'a offert la vérité. Je suis désolée, ma petite. Mais écoute-moi bien. Connaissant Martine, elle ne t'aurait pas mise dehors sans un plan. Elle va sûrement essayer de falsifier des papiers pour te voler la maison. Agis vite, Élise. Trouve le meilleur avocat de Lyon. Un requin. Les paroles de mon oncle ont été un électrochoc. La bataille n'était pas seulement pour une maison, c'était pour ma vie. Et grâce à ma mère, j'avais un arsenal de 190 millions d'euros pour la financer. La guerre était déclarée. Dès le lendemain matin, je n'étais plus la victime en larmes de la veille. J'étais un général préparant une offensive. Suivant le conseil de mon oncle, ma première action a été de trouver le requin dont j'avais besoin. Son nom était Maître Dubois. Il n'était pas l'avocat typique en costume cher et au sourire faux. C'était un homme plus âgé, à l'aspect sévère, avec une réputation d'être absolument impitoyable devant les tribunaux. Sa spécialité, les litiges immobiliers et les fraudes complexes. Il était parfait. J'ai obtenu un rendez-vous d'urgence le jour même. Son bureau, au dernier étage d'un gratte-ciel de verre dans le quartier de la Pardieu, était intimidant. Je me suis assise en face de son immense bureau en acajou et je lui ai raconté mon histoire. Mais cette fois, sans larmes. Je l'ai exposé comme une étude de cas, avec les faits, les dates, les transactions financières qui prouvaient que chaque centime investi dans cette maison provenait de mon compte bancaire. Je lui ai parlé de l'avertissement de mon oncle concernant une fraude possible. Il m'a écouté en silence, ses yeux gris m'analysant, me jaugeant. Quand j'ai eu fini, il a dit d'une voix grave et précise, « Mademoiselle, en 30 ans de carrière, j'ai appris que les batailles les plus sauvages ne se livrent pas dans les salles de conseil, mais autour des tables de salle à manger familiales. Ce que vous décrivez n'est pas seulement une injustice, c'est un délit potentiel. » Je lui ai remis un dossier contenant tous mes relevés de compte et une copie de l'acte de propriété. Il les a examinés avec une rapidité impressionnante. « C'est solide, a-t-il dit. La traçabilité de l'argent est impeccable. Démontrer que vous avez payé la maison sera simple. Cependant, l'avertissement de votre oncle est prudent. Laissez mon équipe enquêter sur le statut actuel de votre propriété au cadastre. » Je lui ai donné carte blanche et un chèque d'acompte qui a fait légèrement hausser ses sourcils. Pendant que son équipe travaillait, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. J'ai regardé les réseaux sociaux. Julien et Sophie ne se cachaient pas. Ils postaient des photos d'eux, rayonnants, dans le salon, dans le jardin, trinquant avec du champagne. Une photo m'a particulièrement frappée, Sophie, posant dans ce qui était ma chambre, maintenant repeinte en bleu layette, avec la légende « Enfin de la place pour notre petit prince ». La vie de château # nouveau départ. C'était une provocation, une humiliation publique. Il se délectait de ma chute. La rage que j'ai ressentie à ce moment-là était si froide, si intense, qu'elle a balayé toute trace de doute ou de pitié. L'appel de Maître Dubois est arrivé 2 jours plus tard. « Nous avons des nouvelles », a-t-il dit sans préambule. « Et elles ne sont pas bonnes. » Mon cœur s'est arrêté. Mon enquêteur a trouvé quelque chose. Une demande de transfert de propriété est en cours. Elle a été déposée il y a 2 jours, juste après votre expulsion. Quoi ? Ai-je murmuré,
sentant le sol se dérober à nouveau. Il semble que votre mère et votre frère n'aient pas perdu de temps. Ils ont présenté une procuration notariée, prétendument signée par vous il y a 1 an, qui donne à votre mère les pleins pouvoirs pour gérer et disposer de vos biens. Le notaire qui l'a certifié, disons, qu'il a une réputation assez flexible. Mon oncle avait raison. Ma propre mère. Ce n'était pas une simple dispute. C'était un vol planifié, exécuté de sang-froid. Mais Maître Dubois n'avait pas fini. Il y a pire. Il semble que votre frère ait utilisé cette procuration, et une promesse de transfert de propriété, pour obtenir un prêt commercial important auprès d'une société financière privée, en utilisant votre maison comme garantie implicite. S'il fait défaut, il pourrait essayer de saisir la maison. Votre maison. Non seulement ils voulaient me jeter à la rue, mais ils avaient aussi mis ma maison en péril à mon insu. La colère en moi est devenue glaciale. Ils voulaient jouer salement ? Parfait. J'allais leur montrer ce qu'est un vrai plan de bataille. Le plan de vengeance qui germait dans mon esprit a cessé d'être un fantasme. C'est devenu un projet. Et moi, l'ingénieur, l'experte en gestion de projet, j'allais l'exécuter à la perfection. La semaine qui a suivi a été une période d'activité intense et silencieuse. J'ai agi avec la précision d'un général préparant une offensive décisive. Suivant les instructions strictes de Maître Dubois, j'ai maintenu un silence radio absolu. Je n'ai pas répondu aux appels de ma tante Monique, que ma mère avait sans doute envoyés comme émissaires pour tâter le terrain. Je les ai laissés croire que j'étais seule, vaincue, pleurant dans un coin sombre, probablement dans un petit studio minable quelque part. Pendant ce temps, l'équipe de Maître Dubois travaillait à plein régime. Ils ont obtenu une déclaration sous serment d'un expert graphologue qui a confirmé que ma signature sur la procuration était une falsification grossière. Ils ont enquêté sur le notaire, flexible, découvrant un historique de transactions suspectes qui le rendait extrêmement vulnérable. Chaque jour, notre dossier devenait plus solide, une forteresse de preuves inexpugnables. Finalement, le moment est venu de lancer l'appât. Maître Dubois, en mon nom, a envoyé une communication officielle à la maison. Ce n'était pas une mise en demeure, ni une menace. C'était une invitation. Une lettre imprimée sur le papier le plus fin, avec l'entête de son prestigieux cabinet, invitant Martine, Gérard et Julien à un dîner. Mais pas n'importe où. À Le Ciel de Lyon, le restaurant le plus exclusif et le plus cher de la ville, situé au sommet de la Tour Pardieu, avec une vue panoramique à couper le souffle. Le but, selon la lettre, était de discuter d'une transition pacifique et amicale des actifs en question, afin d'éviter un litige prolongé et douloureux pour la famille. C'était un chef-d'œuvre de manipulation psychologique. Le choix du lieu leur enverrait un message de pouvoir et de richesse qu'ils ne pourraient ignorer. La formulation de la lettre, avec son ton conciliant, flatterait leur arrogance. Ils penseraient que moi, la fille faible et sans ressources, je m'étais rendue. Que j'étais prête à négocier, à supplier pour quelques miettes de ce qui m'appartenait. J'étais certaine qu'ils accepteraient. L'occasion de m'humilier une dernière fois, tout en profitant d'un dîner gratuit dans un endroit auquel ils ne pourraient jamais aspirer, était trop tentante pour eux. Et ce fut le cas. Le lendemain, la secrétaire de Maître Dubois a reçu leur confirmation. Ils seraient présents. Le soir du dîner, je me suis préparée comme si j'allais à mon propre couronnement. J'ai choisi une robe en soie noire, simple mais d'une coupe impeccable qui criait l'élégance discrète. Des bijoux minimalistes en platine. Un maquillage subtil qui accentuait la dureté de mon regard. Quand je me suis regardée dans le miroir, je n'ai pas vu l'ingénieur épuisé ni la fille rejetée. J'ai vu une femme qui avait renaît de ses cendres, forgée dans le feu de la trahison. Je suis arrivée au restaurant et on m'a conduite à un salon privé, avec une paroi de verre offrant une vue éblouissante sur la ville illuminée. La table était dressée pour 5. Je me suis assise en bout de table, le dos tourné à la vue, pour pouvoir me concentrer sur leur visage quand ils arriveraient. Ils sont arrivés avec 20 minutes de retard. Un dernier acte de pouvoir mesquin. Ils sont entrés dans le salon avec une attitude qui était un mélange de défi et de suffisance. Ma mère, Martine, portait une robe trop voyante, essayant de rivaliser avec le luxe de l'environnement. Julien marchait le torse bombé comme un coq de combat. Sophie le suivait avec un sourire malicieux. Mon père,
Gérard fermait la marche, traînant les pieds, son regard perdu quelque part sur le sol. Élise, a dit ma mère, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. C'est bien que tu aies retrouvé la raison. Nous savions que tu finirais par comprendre que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Je ne me suis pas levée. Je leur ai indiqué les chaises d'un geste de la main. Asseyez-vous. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Leurs rires arrogants résonnaient dans le salon privé. Ils savouraient leur victoire. Mais le plat principal n'avait pas encore été servi. Et ce n'était pas de la nourriture. Ils se sont assis, visiblement satisfaits de ma soumission apparente. Julien a pris la carte des vins avec un air de connaisseur, même si je savais qu'il ne pouvait pas faire la différence entre un merlot et un jus de raisin. Ils ont commandé les plats les plus chers du menu, les fruits de mer, le filet de bœuf, sans même me jeter un regard. La conversation a été un monologue sur leurs plans futurs. La nouvelle décoration pour leur maison, la BMW que Julien prévoyait d'acheter, les vacances que Sophie voulait prendre aux Maldives. Je suis restée silencieuse, mangeant peu, les observant. Je les ai laissés se délecter de leur victoire imaginaire. Je les ai laissés se noyer dans leur propre arrogance. Je tendais le piège, resserrant le ressort, et eux, aveugles et gloutons, marchaient droit dedans. L'embuscade était sur le point de commencer. Juste au moment où le serveur servait les plats principaux, la porte du salon privé s'est ouverte doucement. Maître Dubois est entré. Sa présence a immédiatement rempli la pièce d'une gravité instantanée. Il portait une mallette en cuir et son visage était la personnification du sérieux professionnel. Ma famille s'est tue, les fourchettes suspendues à mi-chemin. L'expression de suffisance de ma mère s'est transformée en une expression de méfiance. Julien a froncé les sourcils, confus. Bonsoir, a dit Maître Dubois, sa voix résonnant dans le silence. Je suis désolé d'interrompre votre dîner. Je suis Maître Dubois, le représentant légal de Mademoiselle Élise. Il s'est approché de la table et, sans demander la permission, a pris la chaise vide à côté de moi. Il a ouvert sa mallette et en a sorti un dossier épais qu'il a déposé sur la table avec un bruit sec et définitif. Représentant légal, s'est moqué Julien. Pourquoi as-tu besoin d'un avocat, Élise? Pour t'aider à faire tes cartons? Maître Dubois l'a complètement ignoré. Il a ouvert le dossier et s'est adressé directement à ma mère. Madame Martine, le 15 de ce mois, vous et votre fils, Monsieur Julien, avez déposé auprès du notaire public numéro 34 une demande de transfert de propriété pour le bien situé au 123 rue des Tilleuls. Le visage de ma mère a perdu toute couleur. Sophie a regardé son mari, alarmée. La dite demande, a poursuivi Maître Dubois, son ton devenant de plus en plus froid, était basée sur une procuration notariée, prétendument signée par ma cliente l'année dernière. Une procuration vous accordant, madame, un contrôle absolu sur ses biens. Il a sorti une copie du document et l'a fait glisser sur la table. Ma signature, maladroitement imitée, était visible en bas. Je ne sais pas de quoi vous parlez, a balbutié ma mère, repoussant le papier comme s'il la brûlait. Élise nous a donné cette procuration. Elle voulait qu'on s'occupe de ses affaires. Ah oui, a demandé Maître Dubois en haussant un sourcil. C'est intéressant. Parce que nous avons ici le rapport d'un expert graphologue judiciaire, l'un des meilleurs du pays, qui conclut, et je cite, « La signature est une falsification sans équivoque et de piètre exécution ». Il a sorti un autre document, rempli d'analyses comparatives et de sceaux officiels, et l'a placé à côté du premier. Nous avons également une déclaration de 2 témoins confirmant que ma cliente était hors du pays à la date où elle aurait prétendument signé ce pouvoir. La panique a commencé à se dessiner sur le visage de Julien. Mon père semblait s'être ratatiné sur sa chaise, comme s'il souhaitait devenir invisible. Non, madame, ce n'est pas une erreur, l'a corrigé Maître Dubois, sa voix maintenant dure comme le granit. C'est un délit. Cela s'appelle une fraude, une falsification de documents et un usage de faux. Dans le code pénal, ces délits combinés sont passibles d'une peine allant de 8 à 15 ans de prison. Sans possibilité de libération conditionnelle. 15 ans. Le chiffre a semblé aspirer tout l'oxygène de la pièce. L'arrogance, l'assurance, la cruauté de ma famille. Tout s'est effondré en un instant, remplacé par une peur pure et palpable.
Et maintenant, pour la première fois de la soirée, c'était à mon tour de parler. Je me suis penché en avant. Surpris, ai-je demandé, ma voix calme, presque conversationnelle. Il semble que le plan n'était pas si parfait, après tout. Leur visage était un poème de pure terreur. Mais ce n'était pas fini. J'avais gardé le coup de grâce pour mon cher frère. Et là, chers amis, j'ai savouré chaque seconde de leur silence pétrifié. Vous pensez que c'est la fin? Oh non. La meilleure partie, la plus jouissive, arrive maintenant. Accrochez-vous. Ma mère, Martine, a été la première à retrouver sa voix, bien que ce soit un cri aigu de désespoir. Élise, tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes ta famille. Nous avons fait une erreur, mais tu ne peux pas nous envoyer en prison. Une erreur, ai-je répété, un sourire froid courbant mes lèvres. Non, maman. Une erreur, c'est mettre du sel dans le café au lieu du sucre. Essayer de voler la maison de sa propre fille et la mettre à la rue, ce n'est pas une erreur. C'est une déclaration de guerre. Et j'ai décidé de répondre. Je me suis levée et j'ai marché vers la paroi de verre, leur tournant le dos un instant. La ville s'étendait sous mes pieds, une tapisserie de lumière scintillante. Toute ma vie, ai-je commencé, ma voix résonnant contre le verre, j'ai joué selon vos règles. J'ai étudié ce que vous m'avez dit. J'ai travaillé où vous m'avez dit. Je vous ai donné tout ce que j'ai gagné. J'ai sacrifié mes rêves, mon temps, ma vie pour un mirage que vous appeliez « famille ». Et le jour où vous avez pensé que je ne servais plus à rien, vous m'avez jeté comme une ordure. Je me suis retournée pour leur faire face. Mais vous avez fait une petite erreur de calcul. Voyez-vous, le jour où vous m'avez mise dehors, je n'avais pas été virée. J'avais démissionné. Parce que ce matin-là, j'ai appris que j'avais gagné le gros lot à l'euro-million. Le silence qui a suivi était assourdissant. L'incrédulité sur leur visage était presque comique. Julien secouait la tête comme pour se réveiller d'un cauchemar. 190 millions d'euros, ai-je précisé, savourant chaque syllabe, en appuyant sur le silence de mort qui régnait dans la pièce. Assez pour engager le meilleur cabinet d'avocats du pays. Assez pour découvrir votre petit plan minable. Et assez pour beaucoup, beaucoup plus. Mon regard s'est posé sur Julien. Son visage était livide, couvert d'une fine pellicule de sueur. En parlant de « beaucoup plus », petit frère, ai-je continué en marchant lentement vers la table. Parlons de tes affaires. De ton « entreprise » si prometteuse. Ce prêt que tu as pris auprès de cette société financière privée, en utilisant ma maison comme garantie? Il a blêmi. Comment tu sais? Avec 190 millions, on peut savoir absolument tout. On peut acheter des informations, des gens, des entreprises. Par exemple, il se trouve que cette société financière avait besoin de liquidités. Elle était au bord de la faillite. Alors, je leur ai fait une offre qu'ils ne pouvaient pas refuser. J'ai racheté l'intégralité de ta dette. Chaque centime, avec les intérêts. Je me suis penché jusqu'à ce que ma bouche soit près de son oreille. Sa respiration était saccadée. À partir de demain matin, 9 heures précises, Julien, ai-je murmuré, tu ne travailles plus pour toi. Tu travailles pour moi. Tu me rembourseras jusqu'au dernier centime, même si ça doit te prendre le reste de ta vie. Bienvenue dans ma réalité. L'échec et mat avaient été déclarés. Julien haletait, son visage un masque de terreur absolue. Ma mère me regardait avec un mélange de haine et de peur que je n'avais jamais vu auparavant. J'avais détruit leur monde en quelques phrases. Le chaos a suivi. Ma mère est passée des insultes aux larmes de crocodile. Julien s'est effondré sur sa chaise, balbutiant qu'il était ruiné. Mon père a finalement trouvé le courage de murmurer, « Élise, il faut trouver une solution. Nous sommes une famille. » Ce mot n'a plus aucune signification pour moi dans cette pièce, lui ai-je répondu, le regardant droit dans les yeux. Tu as choisi d'être un lâche. Ton silence te rend aussi coupable qu'eux. Maître Dubois a alors présenté l'offre finale, il signait une annulation complète de la fraude, un accord de confidentialité, et une ordonnance restrictive leur interdisant de me contacter à vie. Ils avaient 48 heures pour vider la maison. En échange, je ne porterai pas plainte au pénal. C'était ça, ou le tribunal. Un par un,
Vaincus et humiliés, ils ont pris le stylo et ont signé leur reddition. Ce soir-là, en quittant ce restaurant, je n'étais plus la victime. J'étais libre. Mais la vraie question était, que faire de cette liberté? La vengeance m'avait libérée, mais pouvait-elle guérir mon âme? Les mois qui ont suivi ont été un tourbillon d'activités juridiques et de reconstruction émotionnelle. Fidèles à leurs paroles, ou plutôt, à leur peur des conséquences, mon ancienne famille a vidé la maison dans les 48 heures. Je n'étais pas là pour le voir. Maître Dubois s'est occupé de tout. Il m'a envoyé une courte vidéo, la maison, vide, silencieuse, dépouillée de leur présence toxique. J'ai ressenti un soulagement si profond qu'il en était presque douloureux. J'ai immédiatement mis la maison en vente. Je n'y ai jamais remis les pieds. Elle était imprégnée de trop de fantômes, de trop de mauvais souvenirs. Elle s'est vendue rapidement, et l'argent a été ajouté à ma fortune croissante. Mais il ne s'agissait plus d'argent. Il s'agissait d'effacer le passé, de tourner la page. Julien, sous la supervision stricte de mes comptables, a commencé à me rembourser sa dette. Chaque mois, une partie des bénéfices de sa médiocre entreprise était transférée sur mon compte. C'était un rappel constant de sa subjugation, mais pour moi, ce n'était qu'une ligne de plus sur un relevé de compte. Je n'y trouvais aucun plaisir, seulement la froide satisfaction d'un contrat respecté. J'ai appris par mon oncle Bernard que Sophie l'avait quitté, incapable de supporter l'humiliation et la chute de leur niveau de vie. Il était seul, exactement comme il m'avait laissé. Avec le chapitre de ma famille légalement et financièrement clos, je me suis retrouvée à la dérive dans un océan de possibilités. J'avais tout l'argent et tout le temps du monde, mais je n'avais pas de but. J'ai voyagé. J'ai vu les pyramides d'Égypte, les temples de Kyoto, les fjords de Norvège. Mais tout me semblait vide. J'étais en fuite, pas en train de vivre. C'est dans une petite galerie d'art à Florence que tout a changé. Debout devant un tableau d'un artiste inconnu, une explosion de couleurs et d'émotions brutes, j'ai ressenti une vieille douleur familière dans ma poitrine. C'était le fantôme de la peintre de 18 ans, la jeune fille dont les rêves avaient été brisés et enfermés dans un tiroir. Et à cet instant, j'ai su ce que je devais faire. Je ne suis pas retournée à Lyon. J'ai décidé de ne plus fuir, mais de construire. J'ai déménagé à Annecy, cette ville magnifique entre lacs et montagnes, un endroit connu pour sa vie artistique. Avec la fortune dont je disposais, mon projet a pris une ampleur que je n'aurais jamais imaginée. J'ai créé la Fondation Renaissance. J'ai acheté un ancien bâtiment historique sur les bords du canal et j'ai passé l'année suivante à superviser sa restauration, non pas en tant qu'ingénieur, mais en tant qu'artiste. Chaque décision, de la couleur des murs au type de parquet, a été prise avec le cœur. La fondation n'était pas juste une galerie. C'était un centre d'art complet. Nous offrions des bourses d'études complètes, des ateliers et des studios gratuits, et des programmes de résidence internationale pour les jeunes artistes talentueux mais sans ressources. Des jeunes comme moi, à l'époque. Le soir de l'inauguration, en marchant parmi les invités, en voyant les gens admirer les œuvres, en écoutant les jeunes artistes expliquer leurs créations avec des yeux brillants d'espoir, j'ai ressenti une paix qu'aucun chèque de 190 millions d'euros n'aurait jamais pu m'acheter. J'avais transformé ma douleur en une opportunité pour les autres, mon traumatisme en un héritage. J'avais récupéré ma vie, mon argent, et plus important encore, le rêve qu'on m'avait volé. La vengeance m'a donné le pouvoir de me libérer, mais c'est l'art, le fait de créer et d'aider les autres, qui m'a rendu mon âme. Parfois, je me demande encore si j'ai été trop dur, si j'aurais dû pardonner. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà vécu une trahison familiale aussi profonde? Partagez vos histoires et vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience est importante. Et si mon histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Merci de m'avoir écouté.